Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 30 mai, vendredi, bonjour. Le 29 mai 2025, CNN a rapporté que les États-Unis, sous l'administration Trump, avaient annoncé leur intention de révoquer agressivement les visas des étudiants chinois, en particulier ceux affiliés au Parti communiste chinois ou inscrits dans des domaines sensibles. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contrer l'influence croissante de la Chine dans des domaines cruciaux tels que l'intelligence artificielle et la technologie des semi-conducteurs. Cette décision a suscité de vives critiques de la part de Pékin, qui l'a qualifiée de politiquement motivée et de préjudiciable aux échanges éducatifs internationaux. Malgré une récente pause dans l'escalade des droits de douane, ces mesures témoignent d'un découplage stratégique continu et croissant entre les deux nations. Commentaire aux médias de Danny Danon, représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, sur l'attaque à Washington et les derniers développements dans la région. Good morning. Thank you for joining us. Israel's ambassador to the UN, Danny Danon, will deliver a brief statement about last week's horrific terror attack in Washington, D.C. He will also comment on the latest developments in the region and will take your questions. If you do have a question, please remember to state your name and outlet. Thank you. Bonjour. La semaine dernière, deux jeunes membres du personnel diplomatique de l'ambassade d'Israël à Washington, Yaron Elishinsky et Sarah Megram, ont été assassinés dans la rue alors qu'ils quittaient le musée juif de la capitale. Un couple qu'Yon prévoyait de demander en mariage cette semaine à Jérusalem a été abattu de sang-froid par un terroriste qui diffusait des images de Palestine libre. Il s'agissait d'un acte de terrorisme antisémite. Cependant, le gouvernement n'était que le dernier maillon d'une chaîne bien plus longue, qui s'étend des manifestations haineuses sur les réseaux sociaux aux mensonges dans les couloirs des Nations Unies. Lorsque des responsables de l'ONU comme M. Tom Fletcher ont accusé Israël de génocide, alors qu'ils prétendent de manière irresponsable que cette citation, et je la cite maintenant, 14 000 bébés mourront dans les prochaines 48 heures. Ils ne font pas de plaidoyer. Ils font de l'incitation. Cette affirmation était un mensonge. M. Fletcher s'est rétracté discrètement, mais le mal était déjà fait. Ce n'est pas une coïncidence si cette déclaration a été faite 2 jours seulement avant l'assassinat de Yon et Sarah. Nous ne pouvons ignorer le rôle que jouent les propos irresponsables dans l'alimentation de la violence. M. Fletcher et d'autres comme lui doivent rendre des comptes. Pendant ce temps, Israël continue d'agir avec retenue et responsabilité, même face aux mensonges. Nous facilitons l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza grâce à 2 mécanismes, les points de passage existants, un nouveau système créé en coordination avec les États-Unis et des partenaires internationaux. Depuis le 19 mai, près de 9000 tonnes d'aide sont entrées à Gaza, transportant de la nourriture, des fournitures médicales et du matériel pour la construction d'abris. Ces 2 dernières semaines, 4 nouveaux centres de distribution d'aide ont été créés à Gaza. 2 d'entre eux sont déjà ouverts. Ces centres distribuent des colis alimentaires à des milliers de familles, malgré les barrages routiers et les points de contrôle mis en place par le Hamas pour empêcher les civils d'accéder à l'aide. À l'heure actuelle, plus de 400 camions attendent déjà d'être distribués du côté opposé de la barrière. Mais l'ONU n'a pas réussi à le faire. Nous avons ouvert les points de passage. Nous avons fourni des itinéraires sûrs pour ces camions, mais l'ONU n'est pas venue. Alors, soyons clairs, l'ONU doit cesser de semer la panique et commencer à acheminer l'aide. Mettez votre ego de côté. Récupérez l'aide et faites votre travail. Enfin, alors que les négociations pour la libération des otages se poursuivent, les faits demeurent, Israël a accepté l'accord le plus récent, le Hamas l'a rejeté. Nous ne cesserons pas de défendre notre peuple. Nous n'abandonnerons pas nos otages détenus depuis 600 jours. Nous ne nous excuserons pas d'avoir lutté contre le terrorisme. Merci, ambassadeur. Bonjour, ambassadeur. Merci beaucoup, Yon. Marathi News. Vous perdez le soutien d'Israël parmi vos alliés européens. Votre ancien Premier ministre a accusé Israël de crimes de guerre. Des familles d'otages manifestent dans les rues de Tel Aviv. Ressentez-vous la pression actuelle pour arrêter de bombarder la population de Gaza? Eh bien, nous ne bombardons pas la population de Gaza.
Nous combattons une organisation terroriste. Et comme je l'ai dit très clairement, nous avons deux objectifs dans cette guerre. Nous n'avons pas terminé le travail. Nous ne terminerons pas la guerre en laissant derrière nous 58 personnes. Des familles les attendent et nous sommes déterminés à mettre fin à cette guerre en veillant à ce que les otages soient de retour et que Hamas soit hors jeu. Ambassadeur de la télévision centrale chinoise. Ma question porte sur la Cisjordanie. Vous avez dit à plusieurs reprises ici qu'Israël est l'état de démocratie et d'état de droit. Voici ce qui est arrivé à notre collègue chinois en Cisjordanie le week-end dernier, lors de ce que beaucoup appellent la journée de Jérusalem. Son équipement a été endommagé et il a été victime d'insultes et de discrimination. Pouvez-vous m'expliquer un peu de quel état de droit il s'agit, en particulier les forces de l'ordre, lorsqu'elles ont vu ce genre de choses? Elles ont donc laissé derrière elles. Je ne comprends pas ce que vous me montrez, mais j'apprécierais que vous m'envoyiez les informations. Nous allons enquêter sur cet incident, mais nous sommes une démocratie et nous en sommes fiers. La police contacte les journalistes là-bas afin que les journalistes soient libres en Israël et nous l'avons vu au fil des ans. S'il y a eu un incident, nous enquêterons. Monsieur l'ambassadeur de l'Associated Press, pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé hier sur un site humanitaire? L'ONU affirme que 47 personnes ont été blessées, apparemment par des tirs israéliens. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 48 personnes ont été blessées et un mort. Que s'est-il passé hier? Laissez-moi d'abord clarifier les choses. Nous ne gérons pas ces centres. Nous assurons la sécurité des environs. Quant à hier, c'était le premier jour. Vous savez, il y a eu quelques émeutes. Il a fallu un certain temps aux équipes américaines pour prendre le contrôle de la situation. Mais je peux le dire haut et fort. Nous n'avons tiré sur personne. Il y a eu des rapports sur des hélicoptères tirant sur des gens et ce genre de choses. Cela n'a même pas eu de coup de semonce. Pas de notre part. Pas de notre part. Ambassadrice Christine Salid Al-Azhar. Anglais. L'un des intervenants que nous attendons à la personne qui nous rencontre aujourd'hui est un chirurgien américain qui a été à Gaza et qui a écrit et parlé publiquement de son expérience là-bas, affirmant avoir vu des enfants délibérément pris pour cible et abattus. Souvent dans ma tête pendant le cessez-le-feu, même eux. Comment répondriez-vous aux allégations qu'il a soulevées selon lesquelles des soldats israéliens auraient délibérément tué des enfants là-bas? Je vais donc écouter ses propos. Vous savez, je pense qu'il est important de faire venir des intervenants des deux côtés. Nous avons demandé que ce soit plus bref et que l'on parle de nos souffrances. Malheureusement, cela n'arrivera pas aujourd'hui. J'espère que ce sera plus équilibré lors des prochaines réunions. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des souffrances à Gaza. Mais la faute incombe au Hamas, le Hamas qui a déclenché la guerre, et au Hamas qui refuse de déposer les armes et de libérer les otages. Ils continueront donc de souffrir jusqu'à ce que le Hamas comprenne qu'il ne restera pas à Gaza. Oui, s'il vous plaît. La question est, toujours. À ce stade, nous avons les deux pistes, vous savez, je l'appelle la vieille piste, qui est une piste, et l'ONU devrait agir plus vite et être plus utile sur ce sujet. Ils se plaignent beaucoup et devraient soyez plus coopératifs et, en même temps, il y a ce que j'appellerais les centres américains. Mais je pense que le problème est que certaines personnes voient cela comme une compétition, ce qui ne devrait pas être le cas. Je pense que l'ONU devrait mettre son ego de côté et coopérer avec le nouveau mécanisme. Le blâmez-vous pour la mort du personnel? Je pense qu'il est responsable d'avoir envenimé la situation. Je voudrais développer ce point. D'abord, il est venu au Conseil de sécurité et a utilisé le terme de génocide. C'était irresponsable. Ce n'était pas son rôle. Aucune revendication légale n'est possible. Puis il a continué et nous a accusés d'avoir tué 14 000 bébés palestiniens, ce qui était un mensonge. Cela n'a pas eu lieu. Et il y a seulement 2 jours, il a lancé une autre provocation en disant que 10 000 camions attendaient d'entrer à Gaza. C'est une autre provocation. Vous savez, si vous faites la queue avec 10 000 camions à la frontière avec Gaza, cela va réellement se produire. Il y aura une file d'attente jusqu'à la frontière avec le Liban, d'où il tire ces chiffres. Il devrait être plus responsable lorsqu'il publie ces déclarations. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, le diplomate belge Gérard Gossens prononcera un discours très particulier et représentatif sur le thème « Les résolutions américaines diagnostiquent l'impact français ». Ce sujet sera largement abordé dans les reportages vidéo. Le diplomate belge Gérard Gossens a récemment prononcé un discours convaincant soulignant l'importance de la coopération multilatérale pour relever les défis mondiaux. S'exprimant avec clarté et conviction, M. Gossens a souligné l'importance des partenariats internationaux pour le maintien de la paix, de la sécurité et du développement durable. Il a souligné l'engagement de la Belgique à renforcer ses alliances au sein d'institutions telles que les Nations Unies et l'Union européenne. En plaidant pour un ordre international fondé sur des règles, où la diplomatie et le dialogue prévalent. M. Gossens a insisté sur l'urgence d'une action collective pour s'attaquer à des problèmes tels que le changement climatique, les migrations et la résolution des conflits. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet important briefing. Alors que nous continuons de surveiller et d'évaluer l'évolution du paysage géopolitique, il est essentiel d'aborder les récentes résolutions des États-Unis qui fournissent des informations essentielles sur ce que l'on peut caractériser comme les effets initiaux de l'influence française ou, comme traduit du français, l'impact français, dans le contexte de nos objectifs de sécurité communs. L'expression « l'impact français » désigne l'influence et les actions attribuables à la France, un allié clé au sein de l'OTAN, dont les initiatives stratégiques et les décisions politiques façonnent invariablement la dynamique plus large des relations transatlantiques. Les États-Unis, en tant que membre principal de l'OTAN et acteur mondial engagé dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ont adopté une série de résolutions visant à diagnostiquer, comprendre et répondre à ces évolutions nuancées. Ces résolutions ont un double objectif. Premièrement, ils agissent comme un outil de diagnostic, identifiant les tendances émergentes et les conséquences potentielles découlant des efforts diplomatiques, militaires et économiques de la France. Deuxièmement, ils offrent une plateforme d'engagement constructif, favorisant le dialogue et la coordination pour garantir que les actions françaises complètent plutôt que compliquent la mission collective de l'OTAN. Il est important de reconnaître que le rôle de la France au sein de l'OTAN et de l'ordre international au sens large est à la fois historique et multiforme. Avec ses capacités militaires importantes, son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et sa participation active à de nombreuses enceintes multilatérales, la France exerce une influence significative dans de nombreux domaines. Les résolutions des États-Unis ne cherchent pas à remettre en cause la souveraineté ou le leadership de la France, ils visent plutôt à favoriser la transparence et la compréhension mutuelle, en reconnaissant que dans une alliance aussi diversifiée et complexe que l'OTAN, l'alignement des intérêts et la clarté des objectifs sont primordiaux. Un domaine clé dans lequel les résolutions américaines soulignent l'impact français est celui de l'autonomie stratégique. La France a, ces dernières années, formulé une vision d'une plus grande autonomie stratégique européenne, soulignant la nécessité pour l'Europe de renforcer ses capacités de défense et de réduire sa dépendance à l'égard des puissances extérieures, y compris les États-Unis. Bien que cette aspiration soit conforme aux objectifs plus larges de l'OTAN en matière de partage des charges et de développement des capacités, elle a également soulevé des questions concernant l'équilibre des responsabilités et le risque de divergence dans les priorités opérationnelles. Les États-Unis, à travers leurs résolutions, reconnaissent la prédominance de la France dans sa quête d'autonomie stratégique, mais soulignent la nécessité de maintenir l'interopérabilité et la cohésion au sein des structures de commandement intégrées de l'OTAN. Les résolutions appellent à une collaboration accrue pour harmoniser les initiatives nationales avec la posture de défense collective de l'OTAN, en veillant à ce que les efforts visant à renforcer les capacités européennes renforcent plutôt qu'ils ne compromettent l'unité de l'Alliance. Une autre dimension concerne l'engagement de la France dans les défis de sécurité mondiaux, notamment en Afrique et dans les régions Indo-Pacifique. La France est depuis longtemps un acteur de premier plan dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, en déployant des forces militaires et en soutenant des initiatives de renforcement des capacités pour stabiliser les États fragiles. Les États-Unis reconnaissent que ces contributions sont vitales pour la sécurité mondiale et estiment qu'une présence française robuste sur ces théâtres complète les intérêts stratégiques de l'OTAN. Néanmoins, les résolutions soulignent l'importance d'une planification coordonnée et du partage des ressources pour éviter les doublons et optimiser l'efficacité des interventions. Ils encouragent la France à continuer de partager des renseignements, des bonnes pratiques opérationnelles et un soutien logistique avec ses partenaires de l'OTAN afin d'amplifier l'impact collectif. En outre,
Les résolutions préconisent de tirer parti des relations bilatérales uniques de la France pour faciliter la coopération multilatérale dans les régions où l'empreinte de l'OTAN est moins établie. Dans l'Indo-Pacifique, où la France conserve des territoires d'outre-mer et des intérêts stratégiques, les résolutions des États-Unis notent l'engagement croissant de la France dans les opérations de sécurité maritime et de liberté de navigation. Ces activités s'inscrivent dans l'objectif commun de préserver un ordre international ouvert et fondé sur des règles face à des défis en constante évolution. Les résolutions saluent la position proactive de la France et appellent à une intégration continue des efforts français avec ceux des partenaires de l'OTAN qui étendent leur présence et leur partenariat dans la région. Sur le plan économique, les résolutions abordent l'influence de la France au sein de l'Union européenne et son impact sur l'environnement stratégique de l'OTAN. Le leadership de la France dans la défense de la souveraineté technologique, notamment dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la production de semi-conducteurs, façonne la trajectoire de la concurrence et de la coopération technologique transatlantique. Les États-Unis saluent ces initiatives, soulignant le potentiel d'innovation conjointe et de renforcement de la résilience, mais mettant également en garde contre les politiques protectionnistes qui pourraient fragmenter les marchés ou entraver la libre circulation des technologies en ralliés. Les résolutions proposent des mécanismes visant à renforcer le dialogue transatlantique sur la politique technologique et à encourager des approches harmonisées qui équilibrent les intérêts nationaux avec les impératifs de sécurité à l'échelle de l'Alliance. Ils soulignent qu'une telle coopération est essentielle pour maintenir l'avance technologique de l'OTAN et garantir que tous les États membres bénéficient des avancées dans des domaines critiques. Sur le plan diplomatique, les résolutions des États-Unis reconnaissent le rôle central que joue la France dans la médiation des conflits et la promotion de la stabilité, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe même. La capacité de la France à réunir divers acteurs et à négocier des accords constitue un atout précieux pour les efforts plus larges de l'OTAN en matière de prévention des conflits. Les résolutions affirment l'importance de soutenir les initiatives diplomatiques françaises et de les intégrer dans le cadre stratégique de l'OTAN pour maximiser leur impact. Toutefois, les résolutions mettent également en garde contre les actions unilatérales qui pourraient compliquer le consensus de l'Alliance ou envoyer des signaux contradictoires aux adversaires. Ils réitèrent la nécessité d'une communication et d'une consultation transparente au sein des processus décisionnels de l'OTAN, garantissant que les efforts diplomatiques français complètent la position unifiée de l'Alliance. En résumé, les résolutions des États-Unis diagnostiquant la fin de l'influence française reflètent une approche globale, mesurée et tournée vers l'avenir. Ils reconnaissent les contributions vitales de la France à l'OTAN et à la communauté internationale tout en appelant à une coordination, une transparence et un alignement renforcé des politiques. L'objectif ultime est de préserver la force et la cohésion de l'Alliance face aux réalités géopolitiques changeantes. Nous réaffirmons que la force de l'OTAN réside dans son unité, sa diversité et son engagement commun en faveur de la défense collective et des valeurs démocratiques. La France demeure un partenaire indispensable dans cette entreprise et, à travers ces résolutions, les États-Unis cherchent à approfondir la collaboration et la compréhension mutuelle pour naviguer dans les complexités du paysage mondial actuel. Merci. Il a appelé à une coordination renforcée entre les nations afin de favoriser la résilience et une prospérité partagée. Insistant sur le fait qu'aucun pays ne peut affronter seul les problèmes complexes d'aujourd'hui. Tout au long de son intervention, M. Gossens a exprimé sa ferme conviction dans le pouvoir de la diplomatie pour combler les divisions et forger un consensus, positionnant la Belgique comme un partenaire indéfectible. Attaché au multilatéralisme et à la solidarité mondiale. Chaîne de télévision française, jour d'information. Le 28 mai 2025, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis commenceraient à révoquer les visas des étudiants chinois, en particulier ceux affiliés au Parti communiste chinois, PCC, ou inscrits dans des disciplines universitaires sensibles. Cette politique s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste visant à contrôler les échanges universitaires pour des raisons de sécurité nationale. Le département d'État a également suspendu les nouveaux entretiens de visa tout en mettant en œuvre des procédures de vérification renforcées, notamment l'examen de l'activité des candidats sur les réseaux sociaux. La Chine a exprimé sa ferme opposition à cette mesure, la qualifiant de discriminatoire et de préjudiciable aux échanges culturels. Cette politique pourrait avoir des conséquences importantes pour les universités américaines qui dépendent des étudiants internationaux, lesquels contribuent largement à l'économie.
Mercredi, lors d'une réunion informelle d'information sur les opérations de paix de l'ONU à l'appui du Pacte pour l'avenir, le président Philemon Yang a réaffirmé que la durabilité des efforts humanitaires mobilise les impacts informels. Je déclare ouverte la séance plénière informelle pour entendre un exposé sur l'examen de l'avenir de toutes les formes d'opérations de paix des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite la bienvenue au secrétaire général adjoint, De Carlo, et au secrétaire général adjoint, à cette séance d'information informelle sur l'examen de l'avenir de toutes les formes d'opérations de paix des Nations Unies. À l'appui des recommandations du Pacte pour l'avenir, depuis des décennies, les opérations de paix des Nations Unies, comprenant des opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales, ont joué un rôle crucial dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux guerres civiles et aux crises humanitaires du XXIe siècle. Les initiatives de paix, notamment les casques bleus des Nations Unies, ont été des symboles d'espoir et de paix pour la paix et la stabilité. À leur meilleur, ils ont montré que lorsque les États membres s'appuient sur le multipartisme et travaillent ensemble pour résoudre les conflits, le fardeau est lourd. Le rôle des pays pris individuellement est réduit, mais comme nous le savons tous, les opérations de paix sont confrontées à des défis graves et complexes qui exigent de nouvelles approches. Excellences, nos opérations de paix sont confrontées à de nombreux défis. Elles sont confrontées à des difficultés face à l'intensification des rivalités géopolitiques et à l'émergence de nouveaux défis. Il est nécessaire d'adopter des approches innovantes et inclusives en matière de diplomatie, de prévention des conflits, de rétablissement et de maintien de la paix dans différentes régions du monde. Nous constatons une divergence croissante de points de vue sur les questions suivantes: comment les opérations de paix devraient-elles être financées? Comment devraient-elles fonctionner? Dans quelles circonstances? Avec quel mandat devraient-elles être déployées et pendant combien de temps? Pour remplir notre devoir de protéger les personnes vulnérables et de maintenir la paix et la sécurité internationale, un examen des opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales est donc inévitable. Ce point de vue doit faire progresser l'appel lancé par le gouvernement pour l'avenir, adapter les opérations de paix aux nouvelles réalités et veiller à ce qu'elles soient adaptées à l'avenir. Il doit également tirer un trait sur les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, qui s'est déroulée avec succès à Berlin, ont mis en lumière le fait que nous devons apporter des réponses adaptées pour prévenir l'expansion et le débordement des conflits meurtriers et mettre fin aux atrocités, réduire la violence, promouvoir le dialogue, sauver des vies et soutenir les efforts de consolidation de la paix dans le monde entier. Avec un engagement sincère, nous devons faire preuve de volonté politique, honorer nos engagements financiers et, surtout, examiner avec réalisme la situation actuelle des opérations de maintien de la paix, alors que nous œuvrons pour un avenir où la paix ne sera pas l'exception, mais la règle. N'oublions pas que les opérations de paix ne se limitent pas à maintenir un statu quo fragile. Les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales visent à bâtir un monde plus juste, plus sûr et plus humain pour tous, partout dans le monde. Merci. We must deliver tailored responses that prevent the expansion and spillover of deadly conflicts and stop atrocities, reduce violence, promote dialogue, save lives, and support peace-building efforts all over the world. With genuine commitment, we must demonstrate political will. We must honor our financial commitments. And most importantly, we must look realistically at the current state of peacekeeping operations. As we work towards a future where peace is not the exception, but the rule, let us remember that peace operations are not simply about maintaining a fragile status quo. Peacekeeping operations and special political missions are about building a more just, more secure,
and more humane world for everyone, everywhere. Thank you. Aujourd'hui, lors de la conférence sur l'admission européenne, deux intervenants, dont le diplomate suisse Guillaume Dicken-Baumgartner, ancien ambassadeur, assistant, avocat et ancien secrétaire d'État, représentant permanent adjoint des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, Maurice Salvatore, prononceront un discours sur les relations entre les États-Unis et la Chine, ainsi que sur les crédits boursiers, respectivement de 14,9% et 81% minimum. Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. L'ancien ambassadeur Maurice Salvatore, ancien procureur adjoint, ancien secrétaire d'État et représentant permanent adjoint des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, ainsi que le diplomate suisse Guillaume Dicken-Baumgartner, ont récemment engagé une discussion stimulante sur la diplomatie internationale contemporaine et la coopération multilatérale. S'appuyant sur leur vaste expérience, les deux diplomates ont souligné l'importance cruciale d'alliances solides pour relever les défis mondiaux tels que les menaces sécuritaires, l'instabilité économique et le changement climatique. Salvatore a souligné l'évolution du rôle de la diplomatie dans la gestion des tensions géopolitiques complexes, en particulier la nécessité d'une communication transparente et de l'instauration de la confiance entre les nations. La relation entre les États-Unis et la Chine représente l'une des dynamiques les plus complexes et les plus importantes des affaires internationales contemporaines. Ces deux puissances mondiales, chacune exerçant une influence économique, militaire et diplomatique considérable, entretiennent une relation multiforme, marquée par la coopération, la concurrence et parfois la confrontation. Comprendre les nuances de cette relation est essentiel non seulement pour les décideurs politiques et les analystes, mais aussi pour les marchés mondiaux et la stabilité internationale. Les évolutions récentes ont mis en évidence des variations des indicateurs économiques, reflétant des tensions sous-jacentes et des ajustements dans les relations bilatérales. En particulier, les cours des actions, baromètre de la confiance des marchés et de la performance économique, ont enregistré d'importantes fluctuations, avec des variations minimales respectives de 14,9% et 81,0% dans les secteurs clés influencés par l'évolution de la relation. Pour commencer, il est essentiel de contextualiser le cadre plus large des relations sino-américaines, ou, comme le disent les Français, des relations sino-américaines. Cette relation englobe un large spectre d'interactions, notamment commerciales, technologiques, sécuritaires, diplomatiques et culturelles. Historiquement, la relation a oscillé entre des phases d'engagement et de rivalité stratégique. Sur le plan économique, les deux pays sont profondément imbriqués. La Chine demeure l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, avec des échanges bilatéraux s'élevant à des centaines de milliards de dollars par an. Cependant, cette interdépendance est tempérée par des défis importants. Des questions telles que les déséquilibres commerciaux, les droits de propriété intellectuelle, les transferts de technologie et les droits de douane ont alimenté les tensions au cours de la dernière décennie. Les États-Unis ont cherché à lutter contre des pratiques commerciales perçues comme déloyales par le biais de droits de douane et de contrôle à l'exportation plus stricts, tandis que la Chine a réagi par ses propres mesures, ce qui a conduit à une escalade de la pression, souvent qualifiée de guerre commerciale. La variation des obligations d'État, avec une hausse minimale de 14,9%, reflète probablement les réactions du marché aux changements de politique commerciale, aux changements réglementaires ou aux évolutions diplomatiques qui influencent la confiance des investisseurs. Par exemple, les secteurs liés à la technologie et à l'industrie manufacturière ont connu une certaine volatilité en réaction aux annonces politiques, les entreprises ajustant leurs attentes en fonction des restrictions d'accès potentielles ou des nouvelles opportunités de marché. La concurrence technologique ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Les deux nations rivalisent pour la suprématie dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les réseaux 5G, l'informatique quantique et les biotechnologies. Les États-Unis ont pris des mesures pour limiter l'accès de la Chine aux technologies de pointe, invoquant des risques pour la sécurité nationale, tandis que la Chine vise l'autonomie et le leadership technologique. Cette rivalité technologique alimente non seulement la concurrence économique, mais aussi les tensions géopolitiques. Les fluctuations des marchés boursiers et du crédit reflètent le sentiment des investisseurs, façonné par ces interactions multiformes. La réaction du marché n'est pas seulement économique, mais est profondément liée à l'évaluation des risques géopolitiques. Les investisseurs évaluent l'impact potentiel des changements de politique sur les chaînes d'approvisionnement, les bénéfices des entreprises et les perspectives de croissance à long terme. Sur le plan culturel et social, des tensions existent également, notamment liées aux droits de l'homme, aux libertés politiques et aux valeurs. Les États-Unis ont fréquemment critiqué les politiques chinoises dans des régions comme le Xinjiang et Hong Kong,
tandis que la Chine dénonce ce qu'elle considère comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Malgré ces défis, des domaines de coopération subsistent. Le changement climatique, la santé mondiale et la non-prolifération sont des domaines dans lesquels les États-Unis et la Chine reconnaissent leurs intérêts mutuels et la nécessité de collaborer. Cette collaboration souligne la complexité et la nécessité de gérer une relation qui ne soit ni totalement conflictuelle ni totalement coopérative. En conclusion, les relations entre les États-Unis et la Chine se caractérisent par un équilibre délicat entre concurrence et coopération, façonné par l'interdépendance économique et la rivalité stratégique. Les variations significatives des cours des actions, notamment des hausses de 14,9% et 81%, reflètent la réactivité du marché à l'évolution du paysage politique et économique. Comprendre cette dynamique nécessite une analyse approfondie des liens entre les politiques économiques, les préoccupations sécuritaires, la concurrence technologique et les efforts diplomatiques qui définissent l'une des relations bilatérales les plus importantes au monde aujourd'hui. Baumgartner a souligné l'engagement de la Suisse en faveur de la neutralité et de la médiation. Plaidant pour un dialogue inclusif et la résolution des conflits par le biais des institutions internationales. Ensemble, ils ont souligné que les efforts de collaboration, fondés sur le respect mutuel et des valeurs partagées, demeurent essentiels au maintien de la paix et à la promotion du développement durable dans le monde. Leur conversation a réaffirmé le rôle crucial que joue un leadership diplomatique expérimenté pour favoriser la coopération dans un paysage mondial de plus en plus interconnecté et fragmenté. Troisième chaîne de télévision française, le jour de l'information. Commentaire aux médias de Sigrid Kaag, coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient par intérim, sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Mesdames et messieurs, secret oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous avez eu, c'était une séance publique. Vous avez entendu le conseil, vous m'avez entendu, vous avez entendu le briefing, et je pense que nous traversons une période très difficile. Vous m'avez entendu parler des solutions à 2 États, sous assistance respiratoire, avec une forte incitation pour que les États membres fassent preuve de courage et de conviction, et que la paix l'emporte réellement sur la politique. Nous n'avons pas d'autre message. Situation à Gaza, bien sûr, nous en avons longuement discuté. Vous m'avez entendu parler. Je ne veux pas gaspiller de mots au milieu de tant de souffrance. Eddie, oui, Ed. Merci beaucoup, mademoiselle Kaag. Quelques questions. Tout d'abord, pourriez-vous répondre à ce que l'ambassadeur israélien a dit à propos des 400 camions qui se trouvent du côté de Karam Shaolam et qui ne se déplacent pas ou n'atteignent pas les entrepôts et les personnes dans le besoin? Je sais que vous avez dit que c'est une vie comme un canot de sauvetage après le naufrage. Coulé. Et deuxièmement, l'ONU a-t-elle des informations sur le nombre de personnes blessées et tuées lors de la distribution d'aide hier par la Fondation humanitaire de Gaza? Je pense que je dois répondre à vos 2 questions, malheureusement de manière assez générale, car il est très dangereux de dire quoi que ce soit. Qu'en est-il de ce cas? Je suis à New York. Mes collègues travaillent sur le terrain. Ils ont peut-être les dernières nouvelles, et l'équipe humanitaire publie une déclaration concernant la capacité de l'ONU à collecter et à distribuer ce qui se trouve dans les camions. Ces camions ont été soumis à un certain nombre de nouvelles mesures ou restrictions, ce qui n'a fait qu'entraver notre capacité très limitée à opérer dans une zone de guerre active, y compris, bien sûr, dans la zone humanitaire. Les règles ont changé, les chauffeurs ont été contrôlés, puis d'autres mesures ont été introduites. Donc, ce n'est pas aussi simple et aussi clair. Ils sont là et l'ONU ne vient pas. C'est intrinsèquement plus compliqué. Donc, je ne veux pas me lancer dans 400 camions, 9000 ou même 9000. Je pense que le message le plus important est que l'aide doit être maintenue dans le volume nécessaire pour atteindre tout le monde et permettre à l'ONU et à ses partenaires humanitaires de faire leur travail comme ils l'ont toujours fait et comme ils le font partout dans le monde en temps de conflit, conformément au droit international humanitaire. Nous ne devrions pas rester bloqués sur des chemins secondaires. La principale question est de savoir si l'aide parvient aux populations.
Est-elle maintenue et est-elle en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins très vastes, car les habitants de Gaza ont besoin de tout. Ce n'est pas un hasard si j'ai dit que les gens ne disaient plus « Je te verrai, demain au paradis ». Il y a beaucoup de tristesse et d'attente derrière cette expression. Tout est dit. Michel, de l'ambassadeur d'Israël, a déclaré que les deux mécanismes continueraient de fonctionner pour le moment. Israël a indiqué à l'ONU si l'ONU pourrait on se fait couper et la seule option est de passer par la Fondation humanitaire pour Gaza. Squeakoff a déclaré dans le bureau ovale qu'ils avaient une nouvelle feuille de route. Ils espèrent que le président la signera pour un cessez-le-feu. Êtes-vous au courant de ce qui pourrait être contenu dans ce document? Avez-vous parlé à M. Wickoff? Partagez-vous son optimisme? Je pense avoir appris une règle de base en politique néerlandaise. Je ne commente pas les commentaires des autres et je n'ai pas été présent dans la salle. Donc je ne vais pas le faire. Nous devrons attendre d'être informés. Notre priorité pour le moment est bien sûr l'acheminement de l'aide. Nous ne négocions pas. Nous continuons évidemment à faire pression pour un cessez-le-feu immédiat et la libération inconditionnelle des otages, ainsi que pour le retour des dépouilles. Mais les négociateurs s'occupent de la question de savoir combien de temps l'ONU ou ses partenaires pourront être autorisés à fonction. Tout d'abord, on nous a dit qu'à partir du 25 mai, la Fondation prendrait le relais. Eh bien, nous l'avons vu, il y a maintenant un espace où nous travaillons en parallèle. Il n'y a pas de date limite. Le fait est que nous devons atteindre tous les habitants de Gaza. Ils ne devraient pas être déplacés encore et encore juste pour recevoir de l'aide. Cela doit être fait quotidiennement, d'une manière qui soit conforme au droit international humanitaire. Je ne vais pas accent aigu culer sur le reste. Le plan de l'ONU est très clair et nous continuons à demander du soutien pour notre façon de travailler. Kristen Sally d'Al-Azhar English. J'ai remarqué que vous parliez avec le représentant américain en coulisses. L'ONU a vraiment été mise à l'écart, non seulement du processus d'aide, mais aussi du processus de paix. Pouvez-vous nous donner une idée de vos relations avec les responsables américains et de l'intérêt que vous leur portez? Eh bien, je pense que notre appel n'est pas différent d'un parti à l'autre. Je pense que la ligne de conduite en matière de respect des droits, de sécurité et de sûreté d'Israël, la nécessité d'une solution à deux États, pas maintenant, ni la semaine prochaine, aurait dû être adoptée depuis longtemps. Ce sont, je pense, des positions de principe de l'ONU. Nous sommes prêts à faciliter, prêts à aider. Nous sommes sur le terrain. Cela ne diffère pas de ce que nous faisions auparavant. J'ai eu plusieurs de contacts avec les nouveaux responsables de la nouvelle administration américaine. Mais nous savons qu'il existe une autre façon de travailler et nous sommes très fréquemment en contact avec les négociateurs, notamment l'Égypte et le Qatar. Mais en fin de compte, le consensus international et la légitimité reposent sur les résolutions et le Conseil. Je pense qu'il est tout à fait juste qu'un certain nombre de membres du Conseil et moi-même ayons fait référence avec insistance à la conférence sur les deux États, coprésidée par la France et le Royaume d'Arabie saoudite, car c'est un moment crucial. Ce n'est pas une coïncidence si j'ai parlé de la solution à deux États, de son maintien en vie et de toutes les mesures prises et qui continuent d'être prises, de la colonisation, de la violence, des démolitions de logements. Tout cela risque de créer une situation très irréversible, où la solution à deux États n'est plus vraiment réalisable. La célèbre œuvre de Salman Mansour de 1996 le montre bien. Merci, je pense que c'est le cas. Dernière question, je dois prendre un avion, comme toujours. Jessica de France 24. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait que des mercenaires américains opèrent désormais à Gaza? Certains d'entre eux sont liés à la célèbre entreprise Blackwater. En quoi cela vous inquiète-t-il? Allez-vous vous exprimer contre cela? Je pense que l'ONU a clairement exprimé ce que nous considérons comme un alignement et un respect du droit international, ce qui est important pour notre plan. Je pense que la privatisation de l'aide et sa militarisation constituent un précédent très dangereux. Cela ne concerne pas seulement la situation potentielle à Gaza, mais aussi dans le monde entier. Nous devons examiner ce que nous autorisons, ce que nous n'autorisons pas, ce que nous dénonçons ou ce que nous décourageons. Ce n'est pas seulement pertinent pour le présent, mais aussi pour de nombreuses autres situations de conflit.
Je dirais donc qu'il faut soutenir l'ONU. Je ne vais pas SPE accent aigu culer sur tout le reste. Je n'ai pas vu de choses, mais c'est assez clair. Disons que les expériences passées parlent d'elles-mêmes. Merci. Merci beaucoup. L'article de CNN intitulé « Interdiction des étudiants Chine-Harvard-Trump » aborde l'évolution récente des relations sino-américaines et s'intéresse plus particulièrement à la décision de l'administration Trump de révoquer les visas des étudiants chinois. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à l'avenir des échanges universitaires internationaux et à ses implications plus larges pour l'éducation mondiale. L'article souligne que le gouvernement américain a intensifié sa surveillance des ressortissants chinois étudiants aux États-Unis, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. De ce fait, de nombreux étudiants chinois rencontrent des difficultés pour obtenir ou renouveler leur visa, ce qui crée une incertitude quant à leur avenir universitaire. En réponse à ces évolutions, des institutions comme l'université Harvard réévaluent leur politique concernant les étudiants internationaux. L'article souligne que Harvard a exprimé des inquiétudes quant à l'impact potentiel de ces restrictions de visa sur la diversité de son corps étudiant et de ses programmes universitaires. L'article aborde également le contexte géopolitique plus large, soulignant que les tensions entre les États-Unis et la Chine influencent divers secteurs, notamment l'éducation, la technologie et le commerce. Les restrictions de visa sont perçues comme faisant partie d'une stratégie plus vaste visant à répondre aux menaces perçues pour la sécurité, mais elles ont également suscité des critiques de la part de divers milieux, notamment des institutions universitaires et des organisations internationales. Dans l'ensemble, l'article de CNN offre un aperçu approfondi de l'intersection entre la diplomatie internationale, la sécurité nationale et l'enseignement supérieur, mettant en lumière la complexité des relations sino-américaines dans le contexte mondial actuel. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française. Ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure lundi, alors passez un bon week-end, passez une bonne journée, bonne nuit, au revoir, et on se retrouve lundi. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.